savant de sa brillante carrière, le Jardin botanique de Montréal perpétue le nom du frère Marie-Victorin. Ouvert gratuitement au public, le Jardin botanique attire des touristes du monde entier. À peine franchie la grille, deux larges plates-bandes d'œillets odorants, aux teintes délicates, avertissent les visiteurs qu'ils entrent dans le domaine de flore. C'est par milliers, durant les dimanches d'été, qu'ils viennent admirer les diverses sections. La promenade les comptera celle des annuels, un vaste triangle où nous sommes actuellement, limitrophe, le boulevard Pineuf, le chemin de ceinture qui canalise l'activité du jardin. Voici des collections de rudbecki, de dimorteka, de zinnia et de pourpier. D'une année à l'autre, cette collection varie. Cette année triomphe le jaune. Du parterre, les visiteurs aperçoivent la fontaine hexagonale et les cascades qui donnent leur note de fraîcheur. En s'acheminant vers l'édifice central, on admire deux médaillons, celui du moine Mandel, père de la génétique, et celui du grand botaniste suédois Linné, évoquant les principaux objectifs scientifiques d'un jardin botanique moderne. Sur le haut des tours, des reliefs polychromes rappellent des plantes américaines historiques. L'érable, qui fournit un bois recherché, ainsi que du sucre et du sirop. Le nénuphar, une de nos plus belles plantes aquatiques, liées à l'orignal. Le maïs, base de l'alimentation indigène. Et le bouleau, qui lui aussi a joué un grand rôle dans la vie de nos Indiens. Les petites serres de chaque côté de l'entrée de l'édifice présentent des plantes ornementales et des plantes économiques. Les plants sont renouvelés toutes les 2 ou 3 semaines. À l'automne et à Pâques, les expositions de chrysanthèmes ou de fleurs printanières prennent une ampleur inusitée. Qu'est-ce en somme qu'un jardin botanique? Un parc où sont assemblées, pour le plaisir de l'œil, des plantes aux brillantes couleurs. Un oasis de fraîcheur où l'on fuit la poussière des villes. Une encyclopédie aux pages vivantes où jeunes et vieux viennent apprendre à aimer la nature. Un centre de recherche où l'on étudie la flore du pays, où l'on poursuit des travaux sur les plantes d'importance économique ou ornementale. C'est donc à la fois un centre d'enseignement, une station expérimentale, un parc, une exposition florale permanente. La section des plantes vivaces se compose d'une série de parterres agréablement agencés, contenant chacun un ou deux types de fleurs. Dans 4 sections, des arbustes d'ornement sont associés à des plantes vivaces, fleurissant à la même époque. Certaines couches spéciales renferment gentianes, orchidées rustiques, graminées ornementales. Notons en passant les cannas, dont les grandes grappes rouges ou jaunes font l'ornement des parcs l'automne. Les tulipes, aux nuances infinies, joie des printemps. Les pivoines, aux fleurs doubles ou simples, venues de la mystérieuse Asie.
Les roses de toutes couleurs et de toutes provenances, à fleurs simples ou doubles, sans compter, ce qui est loin d'épuiser la liste, les collections de phlox, d'astères, de pavots, de narcisses, d'émérocales et de fougères ornementales. Ces sections sont reliées par des bordures mixtes fleurissant au printemps, en été ou à l'automne, ou encore pendant toute la saison de végétation. Les collections de vivaces, séparées par des haies d'ormes de Sibérie, comprennent au-delà de 1000 variétés différentes. Parmi les nombreux visiteurs du jardin, plusieurs viennent en groupe. Ils prennent d'abord rendez-vous avec l'un des professeurs du service de l'enseignement. Ces visites éducatives sont suivies parfois d'une causerie sur les plantes ornementales. Ainsi peuvent-ils s'initier rapidement aux 1000 secrets du jardin. Les glaïeuls sont sans contredit les plantes qui ont le plus d'admirateurs chez nous. Les amateurs de belles fleurs peuvent s'en donner à cœur joie, car le nombre des variétés est considérable. On met les bulbes en terre vers la première semaine de mai et on peut échelonner la plantation jusqu'au milieu de juin. Notez les teintes extrêmement variées. Quant aux phlox vivaces, nombre de personnes en gardent de très belles collections dans leur plate-bande. Malheureusement, ils sont sujets à une maladie, la brûlure du phlox, qui en fait périr une certaine quantité tous les ans. Enfin, le cléomée de l'Amérique tropicale, d'introduction relativement récente dans les environs de Montréal. L'embellissement des maisons, au moyen de boîtes à fleurs placées aux fenêtres ou sur les balcons, fait l'objet d'une grande campagne annuelle à Montréal. Pour développer ce moyen bien simple et peu dispendieux d'enjoliver les demeures en fournissant d'habiles suggestions aux visiteurs, une exposition de boîtes fleuries présente au cours de l'été les meilleures combinaisons. Qui n'aimerait avoir une de ces jolies boîtes renfermant des mufliers, de la lys et des géraniums? Les nénuphars tropicaux sont vivaces, mais non rustiques sous notre climat. Le jardin des plantes économiques rassemble les végétaux utiles, au nombre de 550 espèces, groupées selon les usages. Fruits comestibles, comme tomates, citrouilles, piments et aubergines, légumes racines, comme radis, carottes, topinambours, plantes à feuilles comestibles, épinards, laitues, oseilles, choux et autres végétaux, dont on consomme les jeunes pousses ou les pétioles, tels les asperges ou le céleri. D'autres sections sont consacrées aux pois et aux fèves, aux céréales, aux plantes condimentaires, aux espèces textiles, oléagineuses, tinctoriales et aromatiques. Tabac, fourrage et plantes indigènes utilisées par les Indiens, ainsi que petits fruits et arbres fruitiers constituent autant d'autres sections. Chaque unité forme un petit jardin séparé entouré d'une haie. Un itinéraire indiqué par des flèches conduit le visiteur à travers toutes les sections sans qu'il n'ait jamais à revenir sur ses pas. Les étiquettes bilingues du Jardin de Montréal, fait peu fréquent dans l'histoire mondiale des jardins botaniques, donnent aux visiteurs, en plus du nom scientifique de la plante, des renseignements sur son origine, les parties utilisées et souvent les modes de consommation. Le Jardin des plantes économiques est une source vivante de renseignements, aussi bien pour le profane que pour le jardinier professionnel. Les premiers y apprendront par exemple que les choux ordinaires, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux frisés sont tous de même origine. Les sgons, quelles sont les plus récentes variétés. Le
le jardin d'essai renferme régulièrement plusieurs centaines de variétés. Ces plantes, sous observation, sont destinées éventuellement à la culture dans d'autres parties du jardin si elles remplissent les conditions nécessaires. On y trouve en général toutes les variétés les plus récentes ayant remporté la palme dans les jardins d'essai des États-Unis et également de nouvelles variétés de légumes et des plantes médicinales pouvant devenir éventuellement de quelque intérêt. C'est aussi dans ce jardin que se fait la propagation des 20 000 tulipes nécessaires pour le parterre situé en face de l'immeuble. Le jardin botanique introduit ainsi des variétés de fleurs inconnues jusqu'ici qui s'adaptent bien aux conditions climatériques. Et pour ne citer qu'un exemple, le cléomée épineux qu'on a déjà vu au jardin vivace et qui a gagné si rapidement la faveur du public montréalais. À ce point de vue, le jardin d'essai constitue une véritable station expérimentale. Le Jardin botanique de Montréal se fait remarquer aussi par un coin tout spécial, réservé aux enfants, les jardinets d'écoliers. Comme on peut le deviner, ils sont cultivés par des élèves de nos écoles primaires, garçons et filles, dont l'âge varie de 10 à 14 ans et qui n'ont pas l'avantage de passer tous les mois d'été à la campagne. 150 enfants profitent donc de cette belle occasion qui leur est offerte d'employer le temps des vacances agréablement, en plein air, tout en augmentant leur bagage de connaissances botaniques et agricoles. Dès avril, les enfants travaillent déjà dans les serres au repiquage de leurs plants de tomates et de fleurs et poursuivent le travail quand vient la belle saison dans leurs lopins respectifs qui mesurent 14 pieds par 5 pieds et demi. Les enfants préparent le sol, sèment les graines de semences, enlèvent les mauvaises herbes et font entièrement l'entretien de leurs parcelles. Ils se familiarisent ainsi avec le maniement de la bêche, de la fourche, du râteau, de la gratte, de la binette et de la ratissoire. Le travail se fait sous la surveillance d'instructeurs. Ils y cultivent 9 variétés de légumes. Ils sont très fiers d'apporter à la maison les récoltes de leur jardin. Mais auparavant, ils doivent les laver soigneusement, les peser et inscrire dans un carnet de notes la quantité récoltée et la date afin de bien établir le rendement de leur jardin. Initiative qu'on ne saurait trop louer. L'enseignement du jardinage est indispensable si l'on veut que les jeunes des villes deviennent plus tard des citoyens qui comprennent l'importance de l'agriculture. Il existe pour eux au Jardin botanique de Montréal une section de jardinets d'écoliers, où après avoir suivi assidûment les cours pendant 2 ans, on leur décerne un diplôme et des prix. Le Jardin botanique de Montréal abrite la seule école d'horticulture au Canada français. Des horticulteurs, des botanistes ou des jardiniers guident les élèves. Quelques étudiants plantent des bulbes de tulipes. Un autre cultive le sol à l'aide d'un instrument moderne, le motoculteur faisant rapidement et efficacement le travail de plusieurs hommes. Les serres de service comprennent 23 sections. C'est là que se fait surtout la propagation des nombreuses collections du jardin. On y cultive aussi des plantes tropicales. Ces petites plantes du désert sud-africain sont une illustration très remarquable de l'adaptation aux conditions extrêmes de sécheresse et de soleil intense. Les cactacées comprennent au-delà de